Bonjour à toutes et tous. Pour démarrer cette session sur la culture au secours des limites planétaires, ça nous paraissait important, vu le titre, de démarrer par dire qu'on va aborder ce très vaste sujet en toute humilité, avec forcément nos propres biais, notre capital culturel, notre éducation, notre parcours, nos métiers, etc. Il y a de nombreux acteurs et actrices qui portent haut ces sujets qui auraient pu être avec nous autour de cette table. Mais aujourd'hui, nous sommes 5 speakers et en co-animation. C'est un format un peu spécial, un peu atypique et vivant. C'est pour ça qu'on a nos petites notes avec nous. Bonjour Valérie. Bonjour Marie. Je te laisse te présenter. Mais bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je me présente, Valérie Martin. Je suis le chef du service mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Je m'occupe à la fois de tout ce qui va concerner, bien sûr, les médias, mais également la mobilisation des citoyens et des jeunes. Et je coordonne également la stratégie grand public et jeunes qui parle de récits, mais aussi tout ce qui est communication responsable, publicité et marketing plus responsable. Bonjour Thomas. Merci Valérie, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de partager un moment avec vous. Je m'appelle Thomas Parouti, je suis le mec invisibilisé, vous avez vu? Ah mais non, j'ai mon slide que pour moi. Tout à l'heure il y avait les 4 filles. À l'essentiel, Donc, pour une Thomas. fois qu'un homme était invisibilisé, ça faisait du bien, ça a remplacé quelques siècles de domination viriliste. Je suis le fondateur de l'agence Mieux, qui est une agence de communication que j'ai créée il y a 17 ans. Et on accompagne les marques et les entreprises sur leurs enjeux RSE, comment elles expliquent leurs engagements auprès de leurs collaborateurs, auprès de leurs parties prenantes externes. Et je fais partie avec Céline d'une coalition d'agences qui est sortie de la CEC des Nouveaux Imaginaires et qui a un nom un peu bizarre, c'est l'Irrésistible Alliance du Beignet. Vous connaissez Kate Radworth qui a fait son fabuleux circus il y a 2 jours, mais c'est le beignet. Et maintenant, Céline va se présenter. Merci Thomas. Bonjour à tous. Céline Puffardichvili, directrice générale de Look Sharp. On est une agence de relations presse et de relations publiques. Donc nous aussi, on explique la transition de nos clients auprès des journalistes et auprès de leurs parties prenantes. Et je suis co-créatrice avec 13 agences, donc, dont Mieux, de l'Irrésistible Alliance du Beignet, dont nous allons vous parler. Je suis aussi la co-autrice du livre L'entreprise contributive concilier modèle d'affaires et limites planétaires, dont on va vous parler sous une autre forme. Et j'anime aussi un club de lecture avec Anne Mollet pour tous ceux qui lisent et qui ont envie d'agir. Ça s'appelle Lire et Agir. Et je passe la parole à Marie. Et donc, je suis Marie Vab, journaliste de solutions indépendantes et co-autrice du livre Les 101 mots de la RSE et de la BD La planète, les entreprises et nous. Tu peux passer le micro à notre ami qui va se présenter après. Cette BD qui est librement inspirée du livre L'entreprise contributive, qui est parrainée par le C3D et illustrée par Lorraine Guédon. Bonjour Louise. Bonjour Marie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Louise Brouez, je suis ravie d'être là, bien entourée. Je suis écrivaine, agronome de formation. J'ai écrit beaucoup d'essais et j'ai complètement arrêté. Et j'écris maintenant des romans qui essayent de retisser le jeu à l'écologie et au grand vivant. J'ai publié récemment La Reverdie et Bleu comme la rivière. Et j'ai commencé à écrire un livre marron après le bleu et le vert. Et j'ai aussi publié un livre qui va aussi nous intéresser tout à l'heure, qui s'appelle Comment détourner un banc de poissons, qui est une enquête littéraire auprès de 6 dirigeantes engagés dans la CEC. Et aujourd'hui, nous allons parler de la culture au service des limites planétaires. Je ne suis pas ministre de la culture, mais on va quand même, je vais lancer en tout cas l'introduction de ce sujet-là, de la culture. Puisque je suis ingénieur agronome, c'est vrai que ça vient me chercher. Culture, à la base, c'était la culture, on l'entendait d'un point de vue agronomique. Ça vient de cultura en latin et même colere. Et ça voulait dire cultiver et même honorer, célébrer. Et puis après, la culture a pris évidemment un autre sens. Et je pense que c'est toi, Valérie, peut-être, qui va prendre le relais sur cette définition et m'aider un petit peu. Tout à fait. Merci beaucoup, Louise. En fait, je suis allée vous rechercher la définition de la culture dans le cadre de la déclaration de l'UNESCO
qui a été faite à Mexico en 1982. J'aimerais qu'on s'y attarde 2-3 minutes. La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Ce patrimoine commun n'est pas pour autant universel ou figé. Et quand on parle de culture, il y a plein de mots qui peuvent nous venir à l'esprit. On pense à la culture de masse, qui n'est pas un terme, le terme le plus glorieux du mot culture. C'est évidemment la culture de masse est servie et sert le capitalisme depuis le 19e siècle. C'est la culture de la consommation et de la surconsommation. On la confond parfois avec la culture populaire, mais ce n'est pas du tout la même chose. En fait, la culture de masse écrase en général la culture populaire, et en tout cas les cultures populaires qu'elle essaye d'uniformiser. Et en pensant au mot culture, on peut, et évidemment cette culture de masse est servie par des médias de masse, la télé, la publicité. Il y avait même une émission qui s'appelait Culture Pub, comme ça la boucle est bouclée. On pense aussi à la culture d'entreprise, évidemment, qui elle aussi englobe, avale, retravaille cette notion de culture. Donc je pense que là on a une bonne intro que Thomas va reprendre. Oui, et le problème de cette culture massive et des récits qu'on se raconte participe à créer nos imaginaires. Et en fait, il y a eu des vraies décisions prises un peu après 1929, où il y a la crise économique aux États-Unis. Et en fait, plusieurs dirigeants disent en fait, il faut créer une culture de la consommation. Et donc, on a créé une société de consommation. Et on a effacé toutes les cultures religieuses, syndicales, ouvrières, bourgeoises. En 1945, ça existait encore. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore une culture ouvrière versus syndicale versus bourgeoise? Je ne suis pas sûr. C'était la télévision, le cinéma, la publicité, les réseaux sociaux ont tout écrasé. Et le problème, c'est que cette culture de consommation participe à attaquer les limites planétaires. Et c'est pour ça qu'on parle de ce sujet ici à Change Now. C'est que c'est cette culture de l'hyperconsommation qui remet en question les conditions d'habitabilité sur la Terre. Et je rebondis parce que on est tous ici, enfin en tout cas sur ce panel, ça fait pour certaines une trentaine d'années qu'on travaille sur ces sujets, pour moi une petite quinzaine, pour toi 17, pour toi longtemps aussi, et pour toi Marie aussi. On pensait qu'on crantait doucement vers un autre récit, un récit du monde d'après. On a eu cette illusion au moment du Covid où on s'est dit ah là là, on remet tout à plat, évidemment ça ne tient pas. Mais le monde d'après c'était avant, hein. Maintenant on est à nouveau dans une sorte de course à la destruction d'un nouveau récit. Il y a vraiment une bataille des imaginaires et donc des récits qui servent ces imaginaires pour finalement réimposer ce grand récit de la consommation. Donc notre questionnement aujourd'hui, c'est comment faire émerger un récit alternatif, comment le faire advenir, donc comment le rendre désirable, irrésistible. On va reparler de l'irrésistible alliance du beignet parce que c'est ça qui pourrait faire un effet levier. Oui, tout à fait. En fait, on constate que ce backlash dont on nous parle encore et toujours, en fait, il n'existe pas réellement. C'est un construit social d'une certaine sphère médiatico-politique. Et ce qu'on peut dire, c'est que même dans les derniers baromètres, je ne sais pas si vous connaissez le baromètre des ADEME, des représentations sociales du changement climatique, qu'est-ce qu'ils nous disent les gens? Ils nous disent j'ai conscience de ce qui existe, je sais que le coût de l'inaction sera bien supérieur à celui de l'action, et pourtant, on voit qu'il y a toujours une dissonance, un écart absolument extrême entre ce que les gens expriment et ce que les gens vont pouvoir faire. Pourquoi? Parce que ça complète ce que tu dis. En fait, on vit dans un monde qui est un monde plutôt productiviste, consumériste, illimitiste, technosolutionniste, qui quelque part nous englue. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un abîme qui demeure. Et puis, en plus, soyons clairs, on a une avalanche d'informations
extrêmement anxiogène. Et est-ce qu'on peut dire que toutes ces informations anxiogènes, telles qu'elles nous parviennent, notamment par les médias, parce que les médias font partie aussi de la culture, est-ce que cet extrême, cette avalanche d'informations, ça ne va pas plutôt provoquer du déni, du renfermement, alors qu'il faut se poser la question, est-ce qu'il est possible de continuer à alerter sur les enjeux de la planète sans faire peur, sans décourager, sans mentir non plus, et de ne pas tomber donc, dans le climato-rassurisme, le technosolutionnisme, ou pire encore, il y en a plein d'autres, des pires. Le greenwashing, le greenwashing, et tout ce qui est les narrative washing et autres washing, qui, en fin de compte, nous plombent et surtout nous entretiennent dans un climat de défiance, un climat de doute, et c'est contre ça que nous devons aussi lutter pour pouvoir faire exprimer d'autres choses. Alors vous connaissez tous le rapport Meadows, qui a été écrit par Donella, madame, et Denis, son mari. Et Denis Meadows avait une citation qui était « Nous avons bâti un système économique qui correspond à des idées, et la vraie question est de savoir comment on va changer d'idées. » Voilà. Et il y a Timothée Paris qui dit souvent on est capable d'imaginer la fin du monde, mais pas la fin du capitalisme. J'ai plein de citations, si vous voulez. Il y en a une autre, une citation qu'on a entre nous au sein de l'Alliance du Beignet, qui est de dire pour changer le monde, il faut peut-être commencer par changer les histoires qu'on se raconte. Voilà. En fait, tout ça veut dire qu'il faut inventer des nouveaux récits, qu'il faut projeter les consommateurs, ou qu'on va appeler aujourd'hui les citoyens, dans un futur plus sobre, plus résilient, plus joyeux, et les embarquer tous dans une nouvelle histoire pour qu'on ait d'autres avenirs possibles. En tout cas, sur le changement climatique et les autres limites planétaires, on le constate. Les alertes scientifiques n'ont pas permis de nous mobiliser collectivement pour opérer une grande bascule. Donc les faits sont indispensables, mais savoir ne suffit pas. C'est pas moi qui le dis, c'est le GIECO, c'est le GIEC des comportements. Donc ce groupe international d'experts étudie le facteur humain dans la conduite de la transition grâce aux sciences humaines et comportementales. Donc la sociologie, la philosophie, la psychologie, l'anthropologie, etc. Donc on peut se poser la question, si la raison a échoué, ou en tout cas a montré ses limites, on va dire, faut-il assumer maintenant l'émotion comme levier d'action pour passer à l'étape supérieure? Est-ce que les arts, les médias et la communication ont leur rôle à jouer dans ce registre plus émotionnel? Et, Valérie parlait d'avalanche d'informations. On est aussi un peu dans une tension, on va dire, de l'attention. C'est-à-dire, là, j'étais dans le métro, par exemple, je voyais tout le monde sur son téléphone. Moi, ça fait longtemps qu'on me dit les livres, ça marche plus. Les gens regardent que leur téléphone. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Mais c'est parce que j'ai le déroulé. Je ne suis pas en train de regarder les messages WhatsApp de mes copains. Et donc, on est vraiment dans une tension pour attraper l'attention, finalement, des autres. Et voilà, la question qui va nous animer là, c'est comment on fait pour... donner, tu disais qu'on y avait cru en 2020, mais comment on y croit encore? Comment on donne à lire, à sentir, à voir des récits qui soient émerveillants, qui donnent à voir ce monde de demain, qui mettent en mouvement. Moi, j'aime beaucoup aussi adresser la question du désir. À quel endroit on met notre désir? Où est-ce qu'on a envie d'aller? Comment on parle de cette écologie joyeuse, désirable, collective? Donc voilà, on va essayer de répondre à ça tous ensemble dans les 40 minutes qui nous restent. 45 minutes, me dit Marie. Marie regarde l'heure très précisément. Valérie, toi qui es un peu la papesse des sujets de com et de RSE, parce que quand je l'appelle sur scène à Produrable pour le super quiz de greenwashing, je dis que c'est la daronne de la com et de la RSE. Est-ce que tu peux nous donner une définition des nouveaux récits, s'il te plaît? Oui, je voulais préparer de façon à ce que l'on puisse y réfléchir ensemble et les décomposer ensemble, parce que je pense que c'est important et je vous rappelle que les mots ont un sens. Quand on parle de récit, déjà, on ne parle pas, je vais commencer par le définir comme ça, de storytelling. On ne parle pas d'une petite histoire. On parle de transformation de fond, parce que les récits, c'est nos rapports au monde. Or, aujourd'hui, nous en sommes dans une crise des relations au monde, des relations aux autres, être humain et non humain, et même des relations à soi. On l'a vu tout à l'heure dans la conférence précédente également. On est aussi à un moment clé parce que les récits font le lien
entre le passé, le présent et le futur. Le récit, ça ne nous tombe pas dessus comme ça, de nulle part. Nous sommes des construits sociaux et les récits sont des construits sociaux. Ensuite, ce qu'il y a d'important, c'est que ce sont des outils de compréhension du réel. Quand on parle de récit, d'imaginaire, il faut s'imaginer que ce sont des choses qui sont extrêmement réelles. Donc quand on vous dit non, mais il y a des choses que je ne comprends pas, les récits, on ne sait pas trop ce que c'est, mais si, c'est clairement du réel. Alors voilà ce que je vous ai apporté. Les nouveaux récits contiennent des imaginaires, des symboles, des valeurs, des normes sociales qui sont en cohérence avec les valeurs planétaires. C'est-à-dire qu'ils prennent à la fois en considération les fameuses limites planétaires, mais aussi les enjeux de justice sociale, de transition juste. On ne fera pas de transition écologique les uns contre les autres. On pourrait dire donc que la finalité des nouveaux récits, c'est d'atteindre une durabilité forte. Et je pense que tout l'ensemble de ces mots est important. Et effectivement, on doit engager une transformation profonde de l'ensemble de nos modes de vie. Encore une fois, j'insiste beaucoup sur cette notion de mode de vie. Et dans mode de vie, on a à la fois les modes de production et les modes de consommation. Nous n'avons pas quelque chose qui s'adresse à l'individu. On est bien sur une transformation collective qui ne se fait pas par un claquement de doigts. Les nouveaux récits, en gros, c'est de changer les récits dans lesquels nous vivons, c'est de désincarcérer le futur, comme le dit le collectif Zanzibar, dans lequel Damasio est présent. Mais ce n'est pas de créer, et c'est pour ça que c'est important, Thomas, ce que tu dis, c'est que ce sont bien les récits. Et les récits au pluriel, parce que ce n'est pas un récit monolithique, et ce n'est pas un dogme contre dogme qu'on essaye de faire naître. Je pense que ça, c'est important qu'on ait tout ça en tête, parce que derrière le mot récit, il faut bien remettre le plus possible de composantes. Et ça ne veut pas dire non plus de faire du bisounours, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller cacher tout ce qui se passe. On ne va pas dire « ouais, tout va bien se passer, vous inquiétez pas, braves gens, etc. et dormez, etc. » Non, au contraire. En revanche, on va essayer de raconter la fameuse trajectoire que l'on veut mettre en place. Et je ne sais plus, mais Héloïse, pardon. Ah non, mais c'est moi qui justement voulais te demander si, pour aller un peu plus dans le concret, est-ce que tu pourrais nous lister un peu les pratiques culturelles, artistiques qui soient en France et qui rassemblent, qui mobilisent, et moi j'allais même dire qui déplacent, parce que c'est ça que je cherche quand je m'intéresse à l'art, c'est d'être déplacé. Je pense que déjà, ce qu'il y a d'important au niveau artistique, c'est peut-être déjà de se reposer la question de la place et du rôle du sensible, des émotions. Les uns ou les autres, on a commencé à le dire, parce que c'est ça que nous apporte l'art. C'est cette nouvelle vision. C'est quelque chose qui va nous toucher au cœur. On a voulu absolument parler de transition écologique en parlant principalement avec de la data, avec des termes de sachants. Bref, ça avait le charisme d'une huître quand on n'aime pas les huîtres, parce que moi j'adore les huîtres. Et si vous voulez, à partir de là, on ne fait pas bouger les gens. Parce que quoi ? Parce que, en fait, on défend uniquement ce qu'on aime. Et si vous n'aimez pas, vous ne bougez pas. Ensuite, ce qu'il y a d'important à dire, et donc là je m'appuie sur les travaux de Jules Collet, qui est un jeune homme absolument fantastique. Il a travaillé notamment pour l'ADEME sur un rapport qui s'appelle « Mobiliser au prisme de l'imaginaire ». Il y a deux choses qu'il dit pour répondre à ta question. Les imaginaires, pour les accompagner dans leur mouvement, pour les faire évoluer, puisqu'on ne va pas décider qu'ils bougent comme ça. Et donc en quelque sorte, pour refaire récit commun, on va s'appuyer sur deux pattes indispensables. La première jambe, ce sont ce qu'il appelle les imaginaires idéels. Dans ces imaginaires idéels, c'est tout ce qui est du domaine des arts, des lettres. Alors là, on peut citer par exemple Le Bruit qui court. C'est une compagnie d'artivistes, j'adore ce nom. On peut citer également, par exemple, je ne sais pas si vous aviez vu sur France Télé, La Bohème 2050, revue à l'aune d'un Paris où il ferait plus de 50 degrés. Bon, la musique, c'est toujours la même, mais en fin de compte, l'histoire, je ne vous raconte pas, on ne vit pas du tout les mêmes relations, notamment sociales. On peut penser aussi à nombre d'œuvres, dans celles que tu fais, mais on peut aussi penser à Ariel Kirou, on peut penser à Damasio. Voilà, donc ça, et on peut penser à des films, à Jean-Pierre pas des dystopies. À Jean-Pierre Gou. À Jean-Pierre Gou, avec sur le stand One Homme derrière. La petite princesse, absolument fantastique. Mais ensuite, la deuxième patte,
ce sont les imaginaires matérialisés. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir, ça nous a donné l'émotion, ça nous a suscité l'envie, mais là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il faut qu'on sache comment on s'ancre réellement dans le réel. Et dans ce cas-là, il nous faut voir les espaces d'émergence. On peut penser par exemple aux maisons de l'écologie culturelle. C'est un réseau d'une trentaine de maisons qui va permettre de recréer des lieux d'espace et de débat et dans lesquels on va faire intervenir également ces aspects culturels, artistiques. Donc si vous voulez, on peut penser aux forêts gourmandes, on peut penser à des résidences d'artistes dans les tiers-lieux. Il y a autant de façons de refaire récit commun si on s'appuie sur ces deux jambes-là. Et je pense que c'est ça qui peut-être peut être une première réponse à ta question. Et d'autres initiatives sur les territoires, je pense à des initiatives populaires, par exemple la Maison de l'écologie populaire Vert Dragon qui a été créée à Bagnolet par les associations Alternatiba et Front de Mer, qui accueille des familles pour des ateliers, des événements, des échanges, toujours autour de la justice sociale et environnementale. Leur credo, c'est l'écologie sans antiracisme, c'est du jardinage. On peut citer aussi l'association Banlieue Climat qui a créé l'école populaire du climat et Maman Climat pour former vraiment des leaders populaires sur ces sujets et faire entendre les voix de ceux qu'on n'entend pas assez. Également l'association Les Impactrices qui est passée vraiment d'un petit cercle de femmes un peu CSP+, spécialisées sur l'environnement, à une grande communauté de femmes qui fait le lien entre l'action climat, la justice sociale, la diversité, équité, inclusion. Et son temps fort annuel, c'est un festival à l'Académie du climat qui est aussi un super tiers-lieu justement où on peut croiser autant des scientifiques que des familles ou des artistes par exemple. Pour citer d'autres exemples, Planète Boom Boom, c'est un peu inattendu, c'est né des manifs et ça mélange DJ set techno avec des slogans pour la justice sociale et environnementale aussi. Je pense dans un autre registre à Play for Life qui est un événement avec des talks de scientifiques assez courts façon TEDx qui alterne avec des concerts d'artistes engagés. Qui est organisé par le C3D et qui est par disponible GenAct, si je puis me permettre, chers camarades. Et donc, c'est une communauté GenAct qu'on m'a quand même chargé de présenter, si tu permets Thomas, de plus de 3000 personnes, enfin près de 3000 personnes, des professionnels qui œuvrent chacun à leur poste, dans leur secteur, leur métier. Ce n'est pas des directeurs, directrices RSE ou DD. Et donc leur objectif, je les cite, est de faire des limites planétaires la boussole de notre développement. C'est aussi ce genre d'initiative qui peut contribuer à opérer des changements culturels. Rapidement encore, le projet photographique de Marie-Lou Mauricio, qui est juste là en train de faire Planet Earth pour le coup. Donc c'est pareil, ça c'est des photographies avec des milliers de personnes partout en France, que ce soit en campagne, en ville, en entreprise. Et donc ça contribue finalement à créer une expérience commune et un plaidoyer participatif. Et puis tout dernier exemple, non, c'était le bruit qui court, mais tu en as déjà parlé. Donc voilà, on voit la richesse en fait et la diversité de ces initiatives. C'est important de le souligner. Et puis ça vient à la fois des citoyens, des artistes et du monde de l'entreprise. Mais quand même, pour conclure, je voudrais juste dire que les institutions culturelles ont aussi leur rôle à jouer. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu beaucoup d'initiatives d'artistes. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas eu assez. Et pour travailler sur les sujets RSE depuis 20 ans, le monde des arts est un peu à la bourre quand même. Mais il y a des exemples quand même assez positifs. Par exemple, les peintres de l'école de Barbizon ont représenté la nature et ça a participé à protéger certaines zones, certaines régions. Donc voilà, le rôle des artistes est évidemment essentiel. Et donc, j'avais une question pour Louise. Toi, tu as des initiatives entre littérature et écologie et des pratiques qui aussi nourrissent ta propre création. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Très bonne question. Je suis comme toi, je trouve qu'il n'y en a pas assez des initiatives et moi je trouve qu'on crève de séparer tout. Moi je trouve toujours que l'écologie n'est pas assez littéraire et que la littérature n'est pas assez écologique. Et comme disait Valérie tout à l'heure, je suis persuadée que bien sûr les chiffres sont importants, les études, mais que l'art nous met en mouvement, nous déplace et que c'est avec les émotions, moi c'est vraiment avec ça que je travaille, qu'on va peut-être faire prendre conscience sur l'importance du grand vivant qui nous entoure et nous traverse. Et donc sur les initiatives,
Moi, j'en connais peu, mais je vois quand même de plus en plus. Moi, je suis écrivaine, donc je suis toujours à l'affût de chercher soit des bourses, soit des résidences d'artistes. Et je vois de plus en plus apparaître quand même des bourses qui sont soit conditionnées à ce sujet de l'écologie, soit des résidences d'artistes qui sont dans la nature ou vraiment reliées à ces questions d'écologie. Et donc le travail artistique, qu'il soit littéraire ou autre, est vraiment relié directement à cette question-là. Et après, moi, je suis aussi à l'affût. Quand je lis énormément parce que c'est comme ça qu'on apprend à écrire. Quand je lis, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais je suis très à l'affût de est-ce que ce livre contient tous les règnes du vivant ? Quelle est la place des liens et des relations ? On parlait de justice aussi sociale, donc j'ai vraiment ce radar en tant que lectrice. Et après, j'essaye d'écrire, j'espère que ça correspond à la définition des nouveaux récits. Et puis parfois, il y a des choses, je trouve, étonnantes qui jaillissent. Quand tu me posais la question, là, soudain, je pensais à Marc-André Sellos, que vous connaissez peut-être, qui est un grand biologiste et qui parle merveilleusement et qui cite Bossuet. Et pour moi, c'est quand même assez merveilleux, ce mélange des genres. Et quand, comme ça, on arrive à relier les disciplines entre elles. Tu as écrit plein de livres, notamment le dernier, c'est « Comment détourner un banc de poissons » que tous les gens qui ont fait la Convention des entreprises pour le climat ont sur leur table de nuit maintenant, et merci. Mais est-ce que, je vois qu'il y a des fans du livre, est-ce que tu peux nous parler de La Reverdie? Est-ce que tu avais écrit? Alors, j'ai écrit effectivement La Reverdie et Bleu comme la rivière sont mes 2 derniers romans. La Reverdie, c'est le livre vert. Bleu comme la rivière, c'est le livre bleu. Je suis en train de commencer à écrire un 3e opus qui est un livre marron. Et dans ces textes-là, j'essaye de relier le jeu de la narratrice au grand tissu du vivant. Donc avec La Reverdie, je le relie au règne végétal. C'est un livre cabane où j'essaye de comprendre ce qu'est. En t'écoutant parler, Valérie, je pensais à la vie simple et sincère. C'est comme ça que moi j'adresse en tout cas ce nouveau récit et que c'est très difficile aujourd'hui de vivre cette vie simple et sincère. Et donc La Reverdie évoque ces sujets-là et Bleu comme la rivière, le sujet, c'est à quoi ressemble l'amour après 5 ans de vie commune. Je pense que vous êtes nombreux à savoir à quoi ça ressemble, mais j'essaye de l'écrire. C'est un roman assez cru et c'est un livre. Sourire dans la salle. C'est un livre rivière. C'est le livre d'une femme désirante et je parle beaucoup du règne animal et en particulier de la sexualité des animaux. Mais l'idée, c'est vraiment de voir comment on peut retisser son jeu au vivant, donc que ce soit à travers le règne animal ou végétal. Et j'essaye aussi de travailler sur la forme. C'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, on adresse l'écologie dans la littérature sur le fond. C'est ce dont on a parlé, les limites planétaires qu'évoquait aussi Marie. Quel sujet on adresse? Est-ce qu'il y a des avions, par exemple, dans un livre? Mais c'est aussi la forme. Et donc, dans La Reverdie, je l'ai conçu comme un potager en carré. Donc, c'est des petits buissons. Les paragraphes sont des jardins. Il y a quelque chose de très concret et très jardinant dans ce livre. Et dans Bleu comme la rivière, je l'ai plus conçu comme un grand flux avec des îlots, des cailloux. Et puis à la fin, je me suis amusée, et ça j'en ai beaucoup entendu parler, ça amuse le lecteur, à faire un escalier, c'est-à-dire à faire des phrases de plus en plus longues sur la droite. Je ne peux pas vous montrer là, mais ça fait un escalier qui descend. Et j'ai appelé ça un escalier pour commencer à décroître. Donc tout ce que je peux adresser comme ça, tu parlais de Timothée Paric, là, donc la décroissance, ralentir, de l'adresser comme ça à travers la forme d'un poème, ça me réjouit. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et Louise, on aurait envie de parler de tous tes ouvrages et de prendre le temps pour chacun d'entre eux parce que c'est totalement les sujets qui nous lient aujourd'hui. Mais on est obligé de continuer cet exercice de galoper qui est un peu frustrant. On est très en retard, les amis, je vous le dis juste comme ça en passant. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur 2 récits d'utopie qui sont l'Odyssée du vivant et les Utopiennes, en quelques mots? Alors, l'Odyssée du vivant, c'est un texte que j'ai écrit après avoir suivi pendant plusieurs années un collectif de chefs d'entreprise qui apprenaient à se transformer soi pour mieux transformer son entreprise. Et j'imaginais d'ici 20 ou 30 ans une veillée. Donc c'est comme une pièce de théâtre en fait où tous les protagonistes vont prendre la parole, être authentiques, raconter comment ils se sont transformés et comment ils ont pu après transformer les collectifs. Mais ça parle d'ouverture du cœur.
Et tu ne nous as pas encore confié ta vision à toi en tant qu'écrivaine qui a cette plume sensible, éclairée, qui fait vraiment ce lien entre tous ces sujets d'écologie, hein, que ce soit du climat, la RSE, l'écoféminisme, l'écopsychologie, etc. Quelle est ta vision des nouveaux récits finalement? Et puis, j'ai envie de te demander comment lire et écrire à l'heure des limites planétaires. Alors ça, j'adore cette question, comment lire et écrire à l'heure des limites planétaires, parce que c'est vraiment ce qui m'anime dès que je me réveille le matin. Ma vision des nouveaux récits, je ne sais pas si j'en ai une, j'essaye d'en faire. Quand Valérie donne la définition, je me dis, est-ce que j'arrive à faire ça? Mais c'est l'idée de quel imaginaire on a hérité et tout remettre en question. Pourquoi à ce moment-là, j'ai une pub Coca-Cola? Pourquoi la vie serait comme ça? Et donc moi, j'espère, avec la vie simple et sincère, avec ce que je fais dans mes textes, avec ce fait de distiller un petit peu d'écologie de façon légère, de pouvoir mettre en mouvement, et je le vois. J'ai beaucoup de retours de lecture qui me réjouissent. Et l'autre jour, j'ai une amie qui m'a dit « Je ne vois plus du tout la nature de la même façon. Tu te rends compte? Je me suis mise à arroser mes orchidées. » Bon, ben là, c'est un très grand changement. Mais je veux dire, c'est drôle, toutes ces petites mises en mouvement qui vont peut-être créer des grandes rivières. Et comment écrire et comment lire à l'heure des limites planétaires. Donc ça, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, cette idée de quoi on va parler dans nos livres. Est-ce qu'on parle d'avion ou est-ce qu'on parle de la terre sous nos pieds? Est-ce qu'on se concentre sur les liens entre les personnages ou est-ce qu'on se concentre juste sur leur caractère? Donc c'est vraiment comment adresser ce sujet des limites planétaires. Par exemple, dans Bleu comme la rivière, j'essaye d'aborder le thème de l'eau. C'est un livre de l'eau. Il y a la question des liens qui m'intéresse énormément, donc des relations, liens à nous-mêmes, liens aux autres, entre les personnages et liens des personnages au monde. Et puis, il y a la question de la forme, comme je disais. Est-ce qu'on fait un livre qui ressemble à un jardin? Est-ce qu'on fait un livre qui ressemble à une rivière? Tout ça. Et la dernière chose, c'est que moi, j'anime beaucoup des ateliers d'écriture. Et justement, on joue beaucoup avec cette limite. Et donc ça, c'est intéressant, avec la contrainte. Quand je fais des ateliers d'écriture sur le vivant, on me dit, en fait, il y a des contraintes planétaires et on va utiliser des contraintes d'écriture. Et parce qu'en fait, la contrainte est créative. Et donc là, il y a quelque chose aussi d'intéressant dans ce parallèle. J'espère n'avoir pas été trop longue. Merci. Et là, alors je parle éventuellement de mon métier aussi, à mon tour. Parle-nous de ton livre. Et comment fais-tu? Alors d'abord, le journalisme de solution. Non, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Louise devait me poser la question. Un petit rien. Voilà. C'est à la fin de mon tunnel, j'étais un peu essoufflée. Non, mais bien sûr, c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Mais donc, cette expression journalisme de solution, elle peut surprendre quand on ne connaît pas cette pratique. Donc, je ne l'ai pas inventée, j'ai mis un petit peu de temps à l'adopter. Je trouvais le mot un peu pompeux. Et en fait, c'est une pratique journalistique qui vient du terrain, qui vient des médias aux États-Unis, mais pas seulement, aussi en Europe et en France. Elle a été structurée par des collectifs, des ONG, des chercheurs. Il y a des formations universitaires maintenant, pas assez, mais il y en a quand même. Je pense en France notamment à Reporters d'Espoir, Spark News et plus à l'international Solutions Journalism Network. Donc c'est une méthodologie rigoureuse, c'est pas un journalisme de bisounours. Donc on part de l'analyse des problématiques sociales, environnementales et économiques et puis on étudie, on sélectionne et on met en lumière des initiatives, des solutions, des bonnes pratiques et ce à toutes les échelles, qu'elles viennent de citoyens, d'ONG, d'entreprises, d'institutions, de collectivités. C'est un journalisme qui est fondé sur les sciences, que ce soit sciences du climat, de l'environnement, économie, sciences humaines et sociales. Et voilà, important d'être fondé scientifiquement, encore plus à l'heure où les sciences n'ont jamais été autant attaquées, détournées. Évidemment, on le voit tous les jours aux États-Unis, mais c'est en France aussi que ça se passe quasiment tous les jours. On le voit encore cette semaine avec l'audition surréaliste de l'association Quota Climat, par exemple, qui lutte contre la désinformation climatique. On a vraiment une inversion de la charge. Et on vit donc cette ère un peu de la post-vérité où on essaye de nous faire croire en tout cas que la science est une opinion. Voilà, donc nous en tant que journalistes, notre responsabilité, notre RSE à nous, entre guillemets, ça va être évidemment d'être fondé scientifiquement, nos sources, le fact-checking bien sûr, le choix des angles éditoriaux, certes cultiver un esprit critique, mais peut-être avec de la pensée complexe, plus holistique, plus de nuances, pas une pensée binaire, et cultiver aussi le pouvoir d'agir. Le GIEC le dit, l'importance
diffuser des informations, oui, sur les constats, mais également sur les actions, sur les solutions. Donc voilà, on a vraiment cette responsabilité. Puis il y a une attente du public, ça ressort dans les études sur ce traitement médiatique différent. Et puis je crois qu'on l'a déjà un petit peu dit, mais on vit vraiment dans cette infobésité, ce syndrome de saturation cognitive, et puis cette défiance envers les médias, y compris moi. Et donc à nous aussi, citoyens, de prendre soin de notre santé informationnelle. Et j'avais envie de citer ma consoeur Anne-Sophie Novelle qui dit très bien: l'information est à l'esprit ce que la nourriture est au corps. Ses conséquences sur nos émotions, nos pensées, nos actions et nos comportements sont peut-être moins visibles, mais pas moins puissantes. Voilà, d'où l'importance aussi de soutenir, de suivre des médias de qualité comme Le Monde, Oui Demain, Socialterre, Vers le Média, pour ne citer que. Mais je pense que tu as tout à fait raison. On a aujourd'hui, il y a une responsabilité des médias, c'est une responsabilité qui est démocratique. Mais si on regarde justement, tu citais Eva Morel, donc tu citais Quota Climat, on va y arriver, qui a, avec un collectif, un consortium composé de expertise climat, plus de climat dans les médias, Data for Good, Eleven Strategy, Science Feedback, il doit m'en manquer un, mais je vous le dis, ils ont créé un consortium pour créer l'Observatoire des médias sur l'écologie. Les travaux qui ont été menés disent quoi? En 2025, en matière de médias audiovisuels, donc dans les journaux d'information et dans les JT. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La question environnementale, elle est traitée à hauteur de 4,9%. Autant vous dire, et qui plus est, et je pense que ça complète ce que tu as dit, principalement sur les conséquences. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup d'images liées aux catastrophes climatiques extrêmes, les inondations, les feux de forêt, les canicules, etc. Mais en fin de compte, sur les causes, donc sur la question du lien avec le changement climatique, par exemple, ou sur les solutions, à un moment où, je vous le disais tout à l'heure, on a tellement besoin de se donner de l'oxygène pour se dire bah oui, ça me donne envie d'aller. Bah là-dessus, c'est extrêmement faible. Dans la presse écrite, puisque ce sont les résultats qui sont sortis en tout début, le mois dernier, non, en début du mois. Non, c'était le mois dernier. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à hauteur de 6%, avec une différence, puisque la presse écrite nationale, elle est autour de 8%, pendant que la presse quotidienne régionale est aux alentours de 4-5%. Et vous voyez ça, le fait que aussi on en parle davantage, on en parle mieux, pas que dans la rubrique planète, ce sont des sujets transversaux qu'on a besoin d'adresser. Je pense qu'il y a là aussi un enjeu pour favoriser une meilleure culture sur justement sur la connaissance et sur la façon dont on pourrait agir. Mais tu as raison, pas en étant béni oui-oui, en montrant les points forts, les limites, avec toute l'objectivité du travail de journaliste. Alors là, on va parler un petit peu de la façon dont on construit et des récits alternatifs et donc comment on déconstruit les récits dominants quelque part. Donc on va parler de la Convention des entreprises pour le climat. Thomas et moi avons suivi un cursus spécialement dédié aux nouveaux imaginaires, passionnant. Et juste avant de vous parler de cette expérience, tu as écrit également donc Comment détourner un banc de poissons, qui est, comme tu le dis, une enquête et une œuvre littéraire librement inspirée de cet ovni qu'est la Convention des entreprises pour le climat. Est-ce que tu peux rapidement nous dire comment tu as eu l'idée et comment tu as construit ce livre, qui est un livre construction-déconstruction quand même? Avec plaisir. C'est mon éditeur donc chez l'Arbre qui marche qui m'a dit qu'il y aurait un livre intéressant à faire sur des dirigeants et des dirigeantes qui sont engagés dans la CEC, Convention des entreprises pour le climat. Est-ce que tu voudrais faire un livre là-dessus? Alors moi j'ai dit non, a priori j'ai pas envie de faire un livre parce que j'aime pas forcément les chiffres et que j'ai pas envie d'écrire un essai. Mais il m'a dit tu pourrais l'écrire avec ta voix de La Reverdie et de Bleu comme la rivière, avec la voix de cette narratrice-là, qui est curieuse, qui essaye d'être drôle, qui n'y arrive pas toujours, et que ce soit émotionnel et que ça se lise comme un roman en réalité. Et donc ça me plaisait, c'est-à-dire d'avoir une sorte de carte blanche et de raconter comment je vais rencontrer ces 6 personnes et leur demander de quoi elles rêvent la nuit, qu'est-ce qu'elles voient par la fenêtre de leur bureau, et voilà, et d'en faire un récit qui soit un peu plus haletant qu'un essai sur le sujet. Et le titre, Comment détourner un banc de poissons,
On l'a trouvé à la fin. Souvent, quand on commence à écrire un texte, on ne sait pas vraiment ce qu'il va y avoir dedans. D'ailleurs, moi, je me suis mis à beaucoup parler de mon père, qui était aussi dirigeant d'entreprise. Et on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans le livre, on ne sait pas le titre. Et c'est à la fin qu'on s'est dit, finalement, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire comment on a un mouvement, c'est assez mystérieux. Moi, il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais alors, c'est quoi la solution ? Dans la conclusion, j'ai essayé de tirer des grandes lignes, mais il y a quand même une part de mystère. Et c'est ce que ce livre essaye de retracer. Mais puisque vous avez participé tous les deux, peut-être que vous pouvez nous raconter aussi, donc précisément en plus sur cette partie nouveaux imaginaires. Oui, et c'est très intéressant parce que le banc de poisson, c'est vraiment l'image qu'on a quand on est entrepreneur et qu'on est pris dans un système quelque part. On aimerait faire autrement, mais on est pris dans une logique de marché, etc. Donc la Convention des entreprises pour le climat, quand elle s'est créée en 2021, moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est mon métier de m'intéresser à ces mouvements qui naissent. Donc j'ai été voir Éric Duverger, que je ne connaissais pas, avec des questions un peu bizarres, de type, évidemment tu fais ça, enfin je le vous voyais à l'époque, après la Convention citoyenne pour le climat, donc en quoi est-ce que ça s'inscrit dans les pas de la Convention citoyenne pour le climat, en quoi est-ce que ça la complète, comment est-ce que vous vous en inspirez, quel est l'objectif, et puis j'avais des questions extrêmement pragmatiques, de bas étage, de type, et comment vous vous financez ? Parce que mine de rien, ça reste une question réelle quand on entreprend, y compris de manière associative. Il faut bien financer ce mouvement. Donc je pense qu'il était assez interloqué par ce genre de sujet. Lui, juste, il y allait, quoi. Et donc je trouvais que c'était très intéressant aussi. Je me disais comment les entreprises, en tout cas les entreprises de mon secteur, de la com, vont réagir. Parce que j'avais très bien suivi de très près la Convention citoyenne pour le climat. Tu hoches la tête parce que je pense que je t'avais interpellé copieusement à l'époque. J'avais regardé ce que le secteur de la communication, qui quand même ancre les récits, s'il y a bien un verrou sociotechnique des récits et des imaginaires actuels, c'est le secteur de la com. Donc j'avais bien vu la bronca qu'avaient déclenché les propositions de loi de 150 citoyens éclairés. Et il y avait des réactions extrêmement virulentes, tout un système qui se levait comme un seul homme, avec des tribunes de type avant d'interdire la pub, genre on allait interdire la pub, mais bon bref, peut-être on allait un tout petit peu mettre le doigt dedans, mais bon, il fallait... Il y a eu une réaction sur finalement, non, si vous voulez interdire quelque chose, il faut interdire le produit, pas la façon dont on le communique. Nous, on est juste un intermédiaire. Puis ensuite, il y a eu le classique, mais l'ultra classique, chantage à l'emploi. Voilà. Et même si vous interdisez certaines pubs, de nous faire relayer des pubs, c'est une menace pour la démocratie. Alors là, les deux bras m'en tombent, mais enfin bon. Voilà, donc les classiques du lobbying, c'est-à-dire argument de dilution de la responsabilité, et proposition d'autorégulation. Alors ça, c'était un florilège là-dedans. RPP. On est très bon dans la com sur l'autorégulation. Mais je ne vais pas pointer du doigt. Je vais juste dire que les récits dominants étant à l'œuvre, quand Éric Duverger, avec la Convention des entreprises pour le climat, a proposé un parcours Nouveaux imaginaires qui était destiné à 3 typologie de participants. Il y avait les marques, il y avait les médias et les régies pub, et puis il y avait les agences. Là, j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, ah bah oui, alors là, on vient. C'était extrêmement instructif de voir quelle était la dynamique. Finalement, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre. C'était assez rigolo. Et néanmoins, ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'on s'est posé les vraies questions. Je ne dis pas que ça va changer le monde du tout, mais on s'est posé des questions et ça a créé une sorte d'effet levier, de vague, etc. En l'occurrence, on nous demandait de faire une feuille de route par entreprise et de concevoir une sorte d'outil collaboratif. Et effectivement, à 13 agences, on a créé l'irrésistible Alliance du beignet. Je vais parler des mots parce que les mots sont importants, même si largement c'est toi qui as trouvé l'alliance de ces 3 termes. Et ils sont... On se demande tout pourquoi irrésistible. Mais oui, pourquoi irrésistible ? Irrésistible parce qu'on n'arrête pas de nous dire « Ah là là, si vous voulez imposer de nouveaux récits, il faudrait au moins qu'ils soient désirables, donc il faut qu'ils soient irrésistibles, il faut qu'on en ait ultra envie. Il faut aussi qu'ils soient irrésistibles pour qu'ils aient une force pour entraîner irrésistible dans le sens, c'est un flot, ça t'embarque exactement comme les récits actuels nous embarquent. Exactement comme bleu, comme la rivière.
Mais merci, exactement comme bleu pour la rivière. Donc c'est important. Donc il y a 3 éléments et 3 mots-clés dans l'Irrésistible Alliance pour le beignet. Il y a le fait que c'est une alliance. On se serre les coudes, on se tient, on se parle, on travaille de manière très transparente. Il y a des agences concurrentes qui travaillent ensemble. Et si nous, on n'arrive pas à déconstruire la façon dont on travaille, comment est-ce qu'on peut même oser conseiller nos clients sur leur transformation? C'est quand même important de déjà se remettre en question soi-même en tant que monde de la communication. Et puis ensuite, il y a le beignet, évidemment, ce beignet dont tu parlais, qui est cher à Kate Raworth. Il faut laisser personne dans le trou, c'est-à-dire personne tomber au-delà du plancher social et que personne non plus n'explose les limites planétaires. Donc le beignet, c'est très important. Puis il y avait un côté rigolo et agréable et un petit peu sucré. Et puis il y avait donc Irrésistible et c'est ce dont on vient de parler. Et il y a des trucs qui marchent. Ici sur Change Now, on a un de nos clients qui s'appelle Naissance, qui fait des boissons différentes à infuser, etc. Donc on se dit c'est un peu comme vous rajoutez de l'eau, c'est un peu classique, ça a existé avant, il y avait du pulco, des trucs comme ça. Seulement c'est tombé en désuétude. Ils ont monté avec un collectif tout un tas d'autres acteurs qui rajoutent de l'eau. Donc on n'a plus d'eau dans le produit, on peut rajouter de l'eau, donc ils adressent les limites planétaires, ils sont en collectif, comme ce qu'on est en train de faire, et c'est censé devenir irrésistible parce que c'est drôle, parce que c'est cool, parce que c'est agréable, ça s'appelle le MUV, donc regardez ce que c'est, le MUV.fr, c'est une forme de nouveaux imaginaires de ce qu'on peut faire pour la culture dans les limites planétaires. Et je passe la parole à Thomas pour qu'il nous explique un petit peu mieux ce que fait Mieux. Ce que fait Mieux, ce que fait le beignet aussi, beaucoup. Parce qu'on a parlé de nouveaux récits dans la littérature, dans l'art, la peinture, etc. Mais évidemment que la publicité a un rôle à jouer dans l'écriture d'un nouveau récit. Aujourd'hui, quand même, globalement, la pub, elle est là pour vous faire consommer et surconsommer. Il y a même maintenant des outils de CRM qui, avec l'intelligence artificielle, vont vous commencer à discuter entre une marque et un consommateur pour vous consommiez de plus en plus. Donc, dans cette folie de l'hyperconsommation, il faut se poser les bonnes questions et se dire qu'est-ce que la publicité peut promouvoir. Et moi, j'ai envie de passer d'une société de biens à une société de liens, que les marques parlent d'amour, qu'elles parlent d'usage et qu'elles arrêtent de partir dans cette course effrénée qui attaque les limites planétaires. Et il y a quelques marques qui le font. Alors c'est notamment sur des nouveaux modèles, mais pour en citer une, il y a évidemment Decathlon avec son expérience WePlay Circular, qui est un abonnement où en fait on peut prendre à peu près tout ce qu'on veut dans une limite d'une valeur max. Mais on peut prendre 4 vélos et le week-end, on ramène les vélos pour emprunter des kayaks et tout. Et en fait, l'histoire est assez différente parce qu'on a un nouveau modèle. Decathlon, par exemple, il loue des vélos pour les enfants parce que comme l'enfant grandit, il doit changer de vélo tous les 2 ans. Et donc, en fait, on ne va pas acheter un vélo tous les 2 ans, on va plutôt louer un vélo. Dans ceux qui ont attaqué les normes culturelles, il y a par exemple une entreprise que vous connaissez qui est très sérieuse, qui s'appelle L'Oréal, qui est juste derrière, et qui avait fait une campagne avec Eva Longoria sur LinkedIn, où Eva Longoria racontait ses échecs. Comme vous le savez certainement, c'est vraiment une star mondiale qui est appréciée en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Inde, en Europe, etc. C'est vraiment une grande star mondiale. Et pour casser cette logique de la réussite permanente, elle avait raconté ses échecs. Elle avait expliqué qu'elle n'avait pas toujours été prise dans les castings et qu'elle s'était plantée souvent. Et en fait, casser ce mythe de la réussite permanente, je trouve que c'est intéressant. On a parlé tout à l'heure du bruit qui court. Nous, on a monté l'an dernier avec le bruit qui court. Donc, c'est une troupe d'artivistes. Quand je dis c'est une troupe, c'est un collectif parce qu'il y a des gens qui font du théâtre, qui font du cirque, qui font de la peinture, qui font de la vidéo, etc. Ils sont à peu près 150. C'est vraiment hyper intéressant de les solliciter pour des performances. Nous, on a monté une pièce de théâtre à Avignon pour une banque très engagée qui s'appelle le Crédit Coopératif, qui a son stand aussi pas très loin, à côté de celui de L'Oréal. Et on a monté une pièce de théâtre où on a posé la question du rôle de l'argent. Quel est le rôle de l'argent en 2025 ? À quoi ça sert ? Donc il y a une pièce de 20 minutes. On avait 100-150 personnes sur une grande place. Et à la fin, on imaginait que le mur de droite, c'était la transparence. Le mur de gauche, c'était la rentabilité.
un gradient de 10, enfin une échelle de 10, et les gens se déplaçaient, ils discutaient avec leurs voisins qu'ils ne connaissaient pas. Donc en fait, ils approfondissaient le sujet qui avait été traité pendant la pièce de théâtre. Et donc ça, c'est un nouveau récit, parce qu'on casse les formats, parce qu'on pose des questions existentielles, parce qu'on parle du futur. Je crois que dans les nouveaux récits, c'est hyper important de s'interroger sur quel est le futur. Qu'est-ce qui va se passer pour Change Now en 2050 ? Alors, Shenzhen en 2050, je ne sais pas, mais il paraît qu'on est hyper en retard. Donc, j'ai la question qui fait toutes les questions. Nous, en tant qu'agents de la com, on est censé fertiliser différemment. Comment on fait, question qui tue, pour éviter le greenwashing ? Ben, en fait, il faut être honnête. C'est assez simple, hein. Moi, pour info, il y a des clients qui sont venus nous voir. Par exemple, une entreprise qui fait du BTP et qui est en train de construire une autoroute entre Toulouse et Castres, où ils m'ont dit on n'arrive plus à recruter des ingénieurs. On est sponsor de la promo de l'ESTP, mais ça ne suffit pas, on n'arrive pas à recruter. Est-ce qu'on pourrait faire une campagne de pub pour dire qu'on est une marque employeur responsable ? J'aurais dit non. Ils m'ont dit mais on a de l'argent. J'ai dit mais en fait c'est pas le problème. Non, en fait c'est assez simple d'éviter le greenwashing ou le social washing ou le rainbow washing ou le purpose washing. Il y en a plein. Ou le nouveau récit washing aussi. Mais vraiment, non, je pense qu'il faut être droit dans ses bottes, aimer ses enfants et se dire je suis un publicitaire qui ne ment pas, ce qui est quand même assez rare sur Terre, mais je crois que j'en fais partie un petit peu. J'ai d'autres exemples d'entreprises qu'on a refusées et je ne les donnerai pas parce qu'il y a Marie qui récupère la main. Marie pour la BD. Oui, donc là, vous deviez me poser une question sur les formats ludopédagogiques et Ouais. C'est pas grave, hein, ce sera Quel l'histoire nouveau de cette format pour la conférence. pédagogie ? Voilà, non, je plaisante, mais donc pourquoi la BD ? Eh bien, je vais vous répondre. C'est donc une approche comparable au Serious Game, puisque c'est une approche sérieuse quand même, hein, de la sensibilisation, voire même de la médiation scientifique, mais également ludique, vous l'avez compris avec l'image. Donc c'est un média qui a plusieurs qualités, la BD, hein, qui a un pouvoir d'attraction bien sûr par l'image et de projection rapide, immersive, un traitement des problématiques qui est séquentiel, qui est didactique et donc qui permet la compréhension du lectorat, notamment sur des sujets complexes, voire ennuyeux ou sensibles. Et puis, il facilite la mémorisation. Il y a un très bon taux de rétention des messages. Donc, ce n'est pas un hasard si la BD a été adoptée par plein de disciplines, de l'histoire à l'économie, aux sciences du climat. Même le GIEC a sorti sa BD, l'horizon climatique. Voilà, et donc c'est pas grave, non, mais on continue dans ce. Et alors, Céline, En fait, d'habitude, c'est moi qui pose les questions. Je Non, mais suis quand c'est même un feu. animatrice, modératrice, donc tout le monde a l'habitude que je fasse ça. Et là, pour une fois que je suis speaker, donc ils sont complètement désarçonnés. C'est Et pas grave, c'est aussi ça les tu t'es nouveaux inspiré récits. du livre de Céline Absolument. qu'elle a écrit avec Fabrice Bonifay, Oui, tout à qui fait. est par là aussi. Hein, Alors, Céline, pourquoi forcément. tu as accepté Et pourquoi déjà t'as accepté Non, mais j'ai accepté parce que notre livre a 5 ans, que quand Duno a dit tiens, et vous remettriez pas au goût du jour l'entreprise contributive, et que je me suis dit oh la vache, ce bouquin a déjà été un accouchement extrêmement difficile, et que Marie en même temps a dit j'en ferai bien une BD, j'ai fait ouais. Ça, c'est une super idée parce que justement, tu as pris le sujet par un tout autre bout. Il n'y avait pas encore de BD sur les modèles d'affaires et les limites planétaires. Il y avait des BD qui ont explosé les compteurs comme Le Monde sans fin, donc c'est formidable. Mais voilà, donc un livre, c'est un outil de communication et la BD, c'est l'outil de communication le plus efficace sur ces sujets-là, à part quand on s'appelle Louise. Tu veux redire un truc ? Non, alors moi, je suis pas très bon public pour la BD, mais par contre, là, tu l'as ? Tu faut tu le montres, voilà. Alors, je précise qu'elle n'est pas à vendre, puisque donc c'est un montage un peu atypique. C'est l'association C3D qui a racheté les droits à Duno pour qu'on puisse réaliser cette BD. Et donc, ça a permis quoi et avec des membres du C3D, Equance, RATP et Enedis, pour ne pas les citer, ça a permis la gratuité de la BD, en fait, pour ce premier tirage à 1700 exemplaires. Donc, ce qui est quand même assez rare pour être souligné. Bravo. Et donc, un beau rayonnement dans ces réseaux de la durabilité. Et puis, ça a permis aussi une liberté créative, journalistique, dans la diffusion, avec Oui Demain, en partenaire média. Donc ça veut dire chaque épisode diffusé à 20 000 exemplaires, dont 6 000 abonnés, ce qui est assez chouette. Quoi d'autre, je ne sais plus, j'en perds. Voilà, c'est les. Et tu parles de plein de super belles entreprises.
Oui, alors on a pioché, donc c'est pas une BD sur le C3D ou sur la fonction RSE, c'était vraiment pas le but, c'était pas une commande du C3D. Et donc on parle de plein enfin pas plein, pardon, on parle de 5 secteurs précisément, puisqu'on était quand même contraint par le format, c'est un petit concentré ludopédagogique de 50 pages uniquement, un petit peu frustrant forcément. Mais en tout cas, j'ai pu piocher les études de cas dans différents secteurs, l'ESS avec Enercop par exemple, des PME, des grands groupes du service public. Voilà, et je cite bien sûr comme ça au passage l'agence Mieux qui utilise Data Campus dans le chapitre numérique. Et puis donc on mixe vraiment la réalité avec ces études de cas et puis la fiction avec des personnages fictifs qui sont Mel et Alain qui vont cheminer ensemble. C'est 2 générations, 2 parcours très différents, mais ils vont quand même grandir ensemble. Ils démarrent une conférence à Change Now sur les limites planétaires, l'économie du donut et l'entreprise contributive, la boucle est bouclée. Et puis, ils se forment sur Gen Act, etc. Et au final, ils vont faire une série de reportages sur le terrain, sur des entreprises contributives. Et pour terminer, 10 ans plus tard, saut dans le temps, donc notre personnage Mel, qui était une influenceuse un petit peu caricaturale au départ, et qui s'est faite toute seule, a beaucoup, s'est transformée et elle est devenue fondatrice d'une agence qui s'appelle Donut ton influence. On est connecté, on ne s'est pas consulté. Et donc, elle forme des influenceurs, des youtubeurs. Ce qui m'amène à ma toute dernière question avant de libérer Valérie. Tu veux dire qu'on va l'inviter au lancement du guide de l'influence responsable de l'ADEME? Si elle existait, on l'inviterait absolument. Mercredi. Mais voilà. Je suis très intéressée. Et donc, est-ce que l'influence fait partie de la culture? Est-ce qu'elle nous permettrait Bien sûr que l'influence fait partie de la culture à partir du moment où elle a une influence sur nos comportements, sur nos modes de vie, sur nos imaginaires, sur notre façon d'être au monde. Aujourd'hui, l'influence, elle promeut majoritairement, je reprends le mot de Thomas, la surconsommation, alors qu'elle pourrait être au service de la transition écologique. Et on voit qu'il y a des influenceuses et des influenceurs qui aujourd'hui évoluent, réfléchissent. Et donc, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on a aussi besoin d'accompagner les influenceurs, les agences d'influenceurs et les marques qui ont tous les 3 une responsabilité dans les messages qu'ils vont donner au monde, parce qu'on sait tous que les influenceurs et les influenceuses, ils sont suivis par des milliers et des milliers, voire des millions de personnes, et donc ils ont franchement une audience qui n'est pas nécessairement intéressée par les questions d'écologie en premier lieu, mais qui s'intéresse à quoi? Au quotidien, au réel, à leur propre réalité sans doute. Mais peut-être qu'on peut aussi les accompagner pour regarder le monde autrement et faire des choses qui leur font envie, qui sont désirables, qu'ils aiment, d'une façon qui soit, disons, beaucoup moins impactante pour la planète que ce que l'on nous propose aujourd'hui. Voilà, on est dans une culture où on est aussi, où chacun d'entre nous, en tant que professionnel de la communication, du marketing, de l'influence, de la publicité, on a cette responsabilité. Et cette responsabilité, elle est déterminante parce que si on ne regarde pas la façon dont on pratique nos actions à l'aune de cette responsabilité, on ne comprend pas tous les sujets dont on nous parle. Voilà, et donc pour moi, c'est ça qui est important. On m'a fait signe, juste une phrase de fin, tu disais pas de récit magique. Pas de récit magique, ne croyez pas, et c'est ce qu'on a montré. Vous voyez tout ce qu'on vous a raconté, tous les 5, aujourd'hui c'est quoi? C'est qu'il y a plein de petites pousses de contre-récits qui existent, des alternatives aux récits dominants. Et oui, ça existe, ça peut marcher, ça crée de la valeur autrement, ça rend les territoires plus attractifs, ça nous permet d'avoir un meilleur cadre de vie, d'avoir une vie agréable, d'être dans cette idée du bien vivre. Et c'est ça sans doute qu'on veut tous ensemble. Et c'est là où aussi il est important de se dire qu'on a chacun un petit bout de la solution. Il faut qu'on crée des liens entre nous pour nous permettre de mieux nous écouter, de mieux créer ensemble et de ne pas croire non plus qu'il y a une solution magique qui va nous sauver, qui va faire en sorte que tous nos problèmes seront éliminés. Mais en tout état de cause, on a un formidable défi collectif à relever. Et en travaillant ensemble, entreprises, collectivités, pouvoirs publics, citoyens, influenceuses, influenceurs, journalistes et surtout acteurs culturels, de façon à nous permettre de vivre autrement sur cette planète. Merci Valérie, merci à toutes et tous. Donc des récits qui relient et qui réconcilient. Merci de votre écoute. Merci à vous. Et si le sujet vous a plu,
TEDx Saclay m'a invité à parler des nouveaux récits le 27 juin. Voilà, si vous aimez les TEDx. Et le oui, 27 Et juin. d'ailleurs, si vous voulez commander la BD à Duno, c'est possible. Venez me voir, je vous expliquerai. Et on espère que vous avez aimé notre conférence animée qui était un peu compliquée. Mais vous allez voir, on s'en est Merci. super bien sortis.